Le propriétaire, arrivé incognito, entre dans sa propre épicerie et reste pétrifié en entendant ce que dit l'un de ses employés. La cloche au-dessus de la porte tinta doucement, tandis qu'Antoine Dubois poussait la lourde porte vitrée. Pour la première fois en 15 ans de propriété, il se sentait comme un étranger dans son propre magasin. Son cœur battait la chamade sous le sweat à capuche gris usé qu'il avait soigneusement choisi au fond de son placard, bien loin de ses chemises élégantes et pantalons repassés habituels. Une casquette de baseball élimée, enfoncée sur ses yeux, complétait son déguisement. L'odeur familière des grains de café et des produits frais ne lui apporta aucun réconfort aujourd'hui. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les immenses vitrines du magasin, projetant de longues ombres entre les rayons soigneusement agencés. Quelques clients matinaux déambulaient dans les allées, le grincement léger de leurs chariots résonnant sur le sol fraîchement lavé. Tout semblait en ordre, comme c'était le cas depuis des années. Mais Antoine Dubois avait appris que les apparences pouvaient parfois être terriblement trompeuses. La veille au soir, il avait passé des heures à examiner les états financiers du magasin, son bureau envahi de tableaux et de reçus. Les chiffres dansaient devant ses yeux fatigués, racontant une histoire qui lui retournait l'estomac. Les ventes semblaient stables, voire solides, et pourtant, les bénéfices fondaient comme une glace sur l'asphalte brûlant. Quelque chose n'allait pas, et cet écart saignait lentement son entreprise à blanc. « Les ventes sont tout à fait normales, Monsieur Dubois », l'avait assuré la veille son directeur de magasin, feignant une inquiétude bien rodée. « C'est peut-être juste la conjoncture économique. Tout le monde souffre en ce moment. » Mais Antoine n'avait pas bâti son entreprise à partir de rien pour se contenter d'excuses faciles. Autrefois, il avait commencé avec une seule étagère de produits de base, dans un local à peine plus grand qu'un débarras. Des années d'organisation minutieuse et une approche centrée sur le client inébranlable l'avaient transformé en ce centre communautaire animé que tout le monde connaissait. Du moins, c'était le cas jusqu'à ce que tout change récemment. En se faufilant dans les allées, Antoine observait ses employés vaquer à leur routine matinale. Sophie Martin, caissière depuis 5 ans, expliquait les bases de la caisse enregistreuse à une nouvelle recrue, sa voix emplissant l'espace. Michel Moreau, un autre ancien employé, remplissait le rayon des céréales, bavardant joyeusement avec les clients. C'étaient des gens à qui Antoine avait confié son gagne-pain, dont il avait assisté aux fêtes d'anniversaire des enfants ou félicité pour l'obtention d'un diplôme. Le poids de la trahison potentielle pesait de plus en plus lourd sur sa poitrine alors qu'il faisait semblant de regarder les étagères. Il avait délibérément choisi cette heure matinale. Il y avait moins d'agitation, mais suffisamment d'activité pour ne pas attirer l'attention. Ses doigts effleurèrent doucement le bord d'une étagère, se rappelant combien de fois il avait parcouru ces mêmes allées en tant que propriétaire fier, et non comme l'ombre de lui-même. Une jeune mère poussa son chariot près de lui, son enfant gazouillant joyeusement dans le siège. Antoine s'écarta, baissant la tête pour éviter tout contact visuel. La femme n'était autre que Madame Dupont, une habituée du mardi matin, et il craignit sincèrement qu'elle ne le reconnaisse. Mais elle passa sans le remarquer. Les caméras de sécurité bourdonnaient silencieusement au-dessus de sa tête, leur présence normalement rassurante. Mais si ses soupçons étaient fondés, s'il manipulait vraiment les ventes et le volait, alors ces caméras ne valaient pas grand-chose. Cette pensée lui fit serrer les poings, car il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais de confiance, de cette atmosphère familiale qu'il croyait avoir créée ici. Il se dirigea vers les caisses et s'arrêta près du présentoir à magazines, faisant semblant de lire tout en surveillant les caisses du coin de l'œil. Le trafic matinal s'intensifiait lentement, de plus en plus de clients arrivant pour leurs achats quotidiens. Le bip régulier des scanners et le bruissement des sacs en plastique formaient une symphonie familière. Mais aujourd'hui, il écoutait un son bien différent, les notes dissonantes de la fraude. Ses employés l'avaient toujours félicité de ne pas s'immiscer dans les affaires quotidiennes, leur laissant entièrement l'organisation. « Il n'est pas comme les autres patrons, Monsieur Dubois », disait-il souvent. « Il nous traite comme sa famille. » En repensant à ces mots maintenant, il lui brûlait amèrement la gorge. Sa plus grande erreur avait-elle été de leur faire autant confiance? Le léger bourdonnement des néons l'accompagna, tandis qu'Antoine prenait un magazine. Bien que son regard fût fixé sur les pages, toute son attention était concentrée sur les événements
qui se déroulaient autour de lui. Tout semblait trop normal, peut-être même de manière suspecte. Mais ses nombreuses années d'expérience dans le commerce lui avaient appris que le diable se cachait souvent dans les détails, dans ces petites contradictions que la plupart des gens ignorent d'elle. Il s'apprêtait à passer à autre chose quand quelque chose provenant de la zone des caisses attira son oreille, lui glaçant le sang dans les veines. Lentement, prudemment, il tourna une autre page du magazine pour mieux entendre ce qui se disait. La découverte qui l'attendait dans les instants suivants allait ébranler les fondations qu'il avait mis 15 ans à construire. Il allait devoir faire face à une vérité inconfortable sur la famille qu'il pensait avoir créée. Le temps sembla ralentir tandis qu'Antoine se rapprochait de la caisse, le magazine toujours à la main. À travers les interstices du présentoir à bonbons, il vit Michel Moreau, qu'il connaissait bien, penché sur la caisse dans son gilet rouge légèrement froissé, se tournant vers un client. Mais ce client n'était pas n'importe qui. Antoine reconnut immédiatement Daniel Martin, ce client régulier qui cherchait toujours à passer pendant le service de Michel. La transaction sembla d'abord banale. Daniel posa ses articles sur le comptoir. Du café en grains de qualité supérieure, de la viande bio et des produits de nettoyage haut de gamme, tous parmi les articles à plus forte marge de l'épicerie du bois. Antoine regarda Michel les scanner avec une aisance routinière, jusqu'à ce que quelque chose d'étrange se produise. À mi-chemin, les doigts de Michel effleurèrent rapidement l'écran tactile et un montant original apparut brièvement avant de disparaître. « Ce sera 78,50 », annonça Michel. Mais l'œil exercé d'Antoine avait vu que le prix initial dépassait largement les 120 €. Il sentit son cœur battre dans sa gorge alors qu'il était témoin d'une manipulation de prix totalement délibérée. Daniel sortit son portefeuille, un sourire complice aux lèvres. « Eh bien, ces prix défiant l'inflation me font toujours revenir. Tu es d'une grande aide, Michel. » « Mais à quoi servent les amis ?» se pencha Michel, baissant la voix d'un ton conspirateur. Mais dans le calme du magasin, Antoine entendit clairement ces mots. « Ce prix spécial est toujours disponible pour les bonnes personnes. Le vieux Dubois est de toute façon trop occupé là-haut à compter ses profits. » Plus que le vol lui-même, c'est le manque de respect désinvolte qui blessa Antoine. Il s'était toujours efforcé de connaître l'histoire de ses employés, comme lorsqu'il avait prêté de l'argent à Michel l'année dernière pour financer l'opération urgente de sa mère. Cette trahison était comme un couteau qu'on tournait dans son cœur. « À propos, » se pencha Daniel, baissant encore la voix. « Ma sœur a sa pendaison de crémaillère la semaine prochaine. Elle devra faire des courses. Tu penses qu'elle pourrait aussi bénéficier de cette réduction famille et des amis? » Michel jeta un coup d'œil circulaire, son regard passant directement sur Antoine déguisé, puis acquiesça. « Fais juste en sorte qu'elle vienne pendant mon service. Mardi ou jeudi matin, c'est le mieux. Et les caméras de l'allée 3 font des siennes en ce moment, si tu vois ce que je veux dire, » dit-il en se tapotant le nez d'un air entendu. L'aveu ouvert frappa Antoine comme un coup de poing à l'estomac. Il ne s'agissait pas d'un abus occasionnel, mais d'un système bien rodé et organisé. Il y avait effectivement eu un rapport récent signalant un dysfonctionnement des caméras de l'allée 3, mais la demande de maintenance avait mystérieusement été supprimée du système. Maintenant, il comprenait pourquoi. Alors que Daniel partait avec ses articles fortement réduits, Antoine fit semblant d'examiner les chewing-gums, son esprit tournant à plein régime. Combien d'autres amis et membres de la famille bénéficiaient ainsi de réductions non autorisées? Depuis quand ce jeu dure-t-il? La panique mêlée de colère tourbillonnait dans lui. Pendant ce temps, une autre cliente arriva, une dame âgée qu'Antoine ne reconnut pas. Il observa Michel reprendre soudainement son attitude professionnelle habituelle pour traiter la transaction. Il enregistra les articles au prix fort, tout fut consigné en bonne et due forme. Le contraste était saisissant, montrant avec quelle conscience il choisissait qui favoriser et qui faire payer le prix normal. C'est alors qu'une autre figure familière s'approcha, Lisa Durand, qui tenait un café 3 rues plus loin. Elle déposa un panier d'ingrédients de pâtisserie de qualité sur le comptoir, et les soupçons d'Antoine se confirmèrent à nouveau en voyant le même scénario se dérouler. Les doigts agiles sur l'écran tactile, les clins d'œil échangés, le total final suspectement bas, tout se passa exactement de la même manière. « Tu es le meilleur, Michel », remercia Lisa en rassemblant ses achats.
Les autres magasins demandent presque le double pour les mêmes ingrédients. Je ne sais pas comment je pourrais maintenir les prix de mon café sans vous. Continue juste d'apporter ces merveilleux muffins, lui fit un clin d'œil Michel. Et n'oublie pas, ça reste entre nous. Le patron ne surveille de toute façon pas le système. Cette phrase revenait sans cesse, le patron ne surveille pas, comme si on versait de l'acide sur une plaie. Antoine avait toujours cru que la confiance engendrait la loyauté, et que s'il traitait son équipe comme une famille, il prendrait soin de son entreprise. Comme il s'était trompé. À ce moment-là, un autre client détourna l'attention de Michel, et Antoine en profita pour s'éloigner des caisses et explorer le reste du magasin. Il devait savoir s'il s'agissait d'un cas isolé ou d'un problème bien plus vaste. Le mauvais pressentiment pesait lourdement dans son estomac, mais il ne pouvait pas se reposer tant qu'il n'aurait pas découvert la vérité. Ses instincts ne l'avaient pas trompé. Il n'eut pas à attendre longtemps pour être témoin de transactions irrégulières similaires ailleurs. Chacun utilisait des méthodes différentes, mais le résultat était le même. Des remises sélectives, des montants falsifiés, une sélection minutieuse des bénéficiaires d'un traitement spécial. La lumière du soleil matinal n'éclairait plus seulement les étagères du magasin, mais aussi les fissures apparues à la surface. Les conversations cordiales entre employés et clients, dont il avait été si fier auparavant, prenaient maintenant une connotation sinistre. Combien de ces conversations confidentielles servaient en réalité de code pour le vol? Les doigts d'Antoine cherchèrent presque son téléphone pour vérifier immédiatement les données du système, mais il se retint. Toute activité administrative inhabituelle éveillerait immédiatement les soupçons, et il ne voulait pas qu'il découvre sa présence prématurément. Il devait d'abord en voir davantage, cartographier précisément l'étendue de la trahison avant d'agir. Les annonces matinales du magasin retentirent dans les haut-parleurs, et Antoine réalisa qu'il était resté trop longtemps au même endroit. Il s'éloigna des caisses, la tête pleine de questions et de solutions possibles. Mais il n'alla pas loin avant d'entendre quelque chose qui éclipsa tous les soupçons et preuves accumulés jusqu'alors. Le rush matinal battait son plein lorsqu'Antoine s'arrêta près du rayon café, observant méthodiquement chaque transaction suspecte. Ses années d'expérience dans le commerce de détail lui avaient appris à reconnaître les schémas, mais rien ne l'avait préparé à cette escroquerie méthodique qui se déroulait sous ses yeux. Chaque vente à prix réduit lui infligeait une nouvelle blessure, comme si son épicerie communautaire bien-aimée se transformait lentement en un repère de malfaiteurs. Pendant ce temps, il remarqua que Julie Petit, qui travaillait habituellement le soir, était arrivée plus tôt, son sac à la main, se dirigeant vers la salle de repos. Elle s'arrêta un instant à la caisse de Michel, et Antoine perçut un geste minuscule. Ils s'échangèrent un petit bout de papier. Il plissa les yeux sous sa casquette. Tenait-il une liste des remises non autorisées? La découverte des manigances de Michel était déjà assez choquante, mais ce qui suivit, lui, glaça littéralement le sang. C'est alors qu'apparut Sophie Martin, la chef caissière qui avait aidé à élaborer le système d'inventaire du magasin et avait effectué de nombreuses heures supplémentaires tard le soir pour optimiser le système. Sa queue de cheval familière se balançait alors qu'elle s'approchait de la caisse de Michel, une tasse de café à la main. « Matinée chargée ?» demanda-t-elle avec une amabilité détendue en s'adossant au comptoir. De cet angle, Antoine voyait clairement son visage, les mêmes traits aimables qu'il avait toujours rassurés lorsqu'il discutait des tâches quotidiennes. Terminer une transaction et acquiesça. La foule habituelle. Madame Leclerc a aussi eu son prix réduit sur le café bio, en gros. Le rire de Sophie causa une douleur presque physique à Antoine. Fais juste attention à ne pas faire trop d'annulations de prix, override, d'affilée. Ça peut paraître suspect dans le journal des transactions, dit-elle en baissant légèrement la voix, mais dans le calme relatif du magasin, chaque mot était audible. Ne sois pas trop transparent, Michel. La dernière chose dont on a besoin, c'est qu'Antoine s'en rende compte. Il nous fait trop confiance. La façon décontractée dont elle prononça son nom était presque aussi douloureuse que le vol lui-même. En un instant, cette Sophie qu'il avait autrefois considérée comme une collègue loyale et fiable lui devint étrangère. Les poings d'Antoine se serrèrent involontairement, ses phalanges blanchissant sous la tension. Ce n'était plus un simple vol d'employé. C'était une trahison préméditée de la part de ceux qu'Antoine Dubois considérait jusqu'alors comme sa famille. Comme pour remuer le couteau dans la plaie,
Un autre employé, Thomas Royer de l'entrepôt, se joignit à la conversation. « Puisqu'on parle du patron, vous avez vu qu'il a vraiment essayé de regarder les enregistrements de sécurité la semaine dernière ?» demanda-t-il. Sophie Martin leva les yeux au ciel. « Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai accidentellement effacé les sauvegardes en faisant la maintenance du système. Je lui ai dit que c'était une panne technique, sourit-elle malicieusement. Il est trop naïf pour en douter. » Les pièces du puzzle s'assemblèrent en une image d'une clarté cruelle. Les mystérieuses pannes informatiques, les sauvegardes corrompues, les interruptions déguisées en maintenance de routine. Rien de tout cela n'était accidentel. Ses employés les plus fiables démantelaient systématiquement ces systèmes de protection tout en se faisant passer pour des collaborateurs dévoués. « Hé, Sophie !» intervint alors une jeune voix. C'était Joseph Garcia, le nouvel employé d'à peine 19 ans. Je voulais demander si mes amis pouvaient aussi bénéficier de cette remise spéciale. Antoine retint son souffle en observant la scène se dérouler. C'était le moment décisif. Allait-il intégrer quelqu'un d'autre dans leur combine? L'expression de Sophie changea, devenant plus sérieuse. « Écoute, Joseph, on ne parle pas de ça ouvertement. Mais puisque tu demandes... » Elle regarda prudemment autour d'elle avant de continuer. « Il y a une bonne façon de faire les choses. Viens me voir après ton service et on discutera de la manière appropriée de gérer ça avec les clients. » L'allusion était claire. Ils recrutaient activement de nouvelles personnes pour étendre leur réseau. Antoine vit l'éclair de compréhension sur le visage de Joseph, un autre complice potentiel en devenir. La corruption se propageait dans son magasin comme un virus. Comme s'il s'était donné le mot, Julie Petit sortit alors de la salle de repos, tenant cette fois un dossier contenant l'inventaire quotidien. « Hey, Sophie, tu dois signer les modifications d'hier. » « On a dû passer pas mal de marchandises endommagées en perte, » dit Julie. Le sourire entendu de Sophie en dit long à Antoine sur ses prétendus produits défectueux. C'est ainsi qu'ils couvraient leurs traces, en falsifiant les données d'inventaire pour masquer leur remise. L'organisation magistrale de la fraude était à la fois impressionnante et effrayante. « Assure-toi juste que les chiffres correspondent à ce qu'on a déclaré, » répondit Sophie en griffonnant sa signature sur le papier sans même y jeter un œil. Aucune divergence ne doit apparaître dans le système. L'aisance avec laquelle il gérait la tromperie suggérait que cela durait depuis des mois, voire plus longtemps. Chaque nouvelle information révélait de nouvelles couches de ce système précis, rendant les découvertes précédentes presque naïves. Alors qu'il se tenait là, confronté à toute l'ampleur de la trahison, Antoine remarqua autre chose. La façon dont les autres employés circulaient autour de Sophie, Michel et Julie. Certains évitaient le contact visuel, se dépêchant de passer la tête basse. D'autres échangeaient des regards significatifs ou des hochements de tête à peine perceptibles. Une hiérarchie cachée s'était établie dans son magasin, une organisation fantôme opérant derrière l'activité légale de surface. La lumière matinale, qui semblait auparavant impitoyable, était maintenant plutôt révélatrice, dévoilant trop de choses, trop rapidement. Chaque salutation amicale, chaque service efficace, chaque conversation apparemment innocente devenait suspecte. Quelle part de l'atmosphère familiale du magasin était réelle et quelle part n'était qu'une façade pour un vol organisé? Le poids de ces réalisations pesait comme du plomb sur les épaules d'Antoine, tandis que son déguisement semblait de plus en plus lourd. Pourtant, il se força à rester immobile et à continuer d'observer. Il devait comprendre toute l'étendue de la trahison avant de pouvoir agir. Au fur et à mesure que la matinée avançait, les preuves s'accumulaient. D'autres employés arrivaient et tout s'intégrait sans heurts dans cette machinerie trompeuse. Certains participaient activement, d'autres fermaient simplement les yeux. Le réseau de collusion était bien plus étendu qu'Antoine ne l'aurait jamais imaginé. L'image de ce lieu de travail qu'il croyait familial se transformait lentement en quelque chose de tout à fait différent, d'étranger. Mais le pire restait à venir. Alors qu'Antoine s'apprêtait à se déplacer vers une autre partie du magasin, il entendit Sophie passer un appel téléphonique, croyant que personne n'écoutait. Ces mots dévoilèrent une trahison qui éclipsa toutes les blessures précédentes. Les mains tremblantes, il se retira dans un coin reculé du magasin, près des rayons d'aliments pour animaux. Il sortit son téléphone, son doigt planant au-dessus de l'icône de l'application de gestion du magasin, un système dans lequel il avait investi une somme considérable l'année dernière.
Son introduction avait été suggérée par Sophie Martin pour améliorer l'efficacité du magasin, mais ce conseil prenait maintenant une tournure tout à fait sinistre. Il se connecta discrètement et commença à examiner les enregistrements numériques. Le premier signe inquiétant apparut immédiatement. Un nombre inhabituellement élevé de remises accordées pendant certains services. Un schéma se dessina. Ce n'étaient pas des moments aléatoires. Les remises étaient toujours liées aux mêmes jours et heures, lorsque Michel, Sophie ou les caissiers de leur cercle restreint travaillaient. Antoine examina les transactions les unes après les autres et des détails de plus en plus troublants se révélèrent. Le café en grains de qualité supérieure, normalement vendu 22,99 €, apparaissait souvent à 15,50 € sur les tickets. La viande bio, dont le prix était de 45 €, était de réduite à 28 €. Les articles ménagers haut de gamme bénéficiaient d'une réduction de 40% sans qu'aucune promotion ne soit affichée. Il y avait aussi des transactions où le produit était d'abord enregistré au prix fort, puis annulé, et enfin réenregistré à un prix bien inférieur. Ce qui lui retourna vraiment l'estomac, c'était l'organisation du système. Il ne suivait pas constamment le même schéma, variant juste assez pour échapper aux alertes automatiques du système. Quelqu'un qui connaissait bien les protocoles de sécurité avait conçu toute cette opération. Lorsqu'il passa au module de gestion des stocks, Antoine remarqua un phénomène encore plus alarmant. Les données de stock des produits les plus populaires, comme le café, la viande et les articles ménagers, présentaient des schémas suspects. Selon le système, le débit était normal, mais les revenus ne correspondaient pas. Certaines remises n'apparaissaient même pas sur les tickets, mais étaient enregistrées comme des ruptures de stock ou des erreurs. Une nouvelle notification apparut à l'écran. 24 unités de café de qualité supérieure venaient d'être passées en perte comme étant endommagées. L'horodatage indiquait que cela s'était produit quelques minutes auparavant, alors qu'Antoine avait vu précisément ses grains de café être vendus à prix réduit. Rien n'était endommagé, seul son profit subissait des pertes. En examinant les données rétrospectivement, des schémas se dessinèrent, qui lui donnèrent presque le vertige. Chaque mois, avec une régularité quasi mécanique, certains articles apparaissaient comme endommagés, précisément les jours de plus grande affluence. Les rapports de pertes, initialement destinés à enregistrer les pertes légitimes, étaient utilisés comme une arme pour couvrir le vol. Antoine consulta le bilan financier de l'année et les chiffres le frappèrent de plein fouet. Son entreprise ne perdait pas seulement de l'argent goutte à goutte, mais par flots entiers. Selon une estimation prudente, les pertes s'élevaient déjà à plus de 40 000 €, mais compte tenu de la comptabilité créative et des remises cachées, il était fort possible que ce montant soit le double. Le secteur du café à lui seul affichait une baisse de profit de 40% malgré un volume de vente stable. Le rayon boucherie était dans une situation encore pire. Il ne s'agissait plus d'un simple abus de remise pour employés, mais d'un pillage organisé qu'il n'aurait jamais cru possible dans son propre magasin. En continuant à parcourir les données, un autre schéma se révéla. Chaque mardi et jeudi matin, exactement comme Michel l'avait mentionné à Daniel, le nombre de corrections de prix manuelles explosait. Les enregistrements des caméras de sécurité pour ces périodes étaient régulièrement corrompus ou manquants et supprimés sous prétexte de panne technique. Son téléphone vibra alors, signalant l'arrivée d'un nouvel email. Il provenait du fournisseur du système et concernait la planification d'une mise à jour de sécurité pour la semaine suivante. Seulement, Antoine n'avait pas approuvé cette modification. L'expéditeur n'était autre que l'adresse professionnelle de Sophie Martin. Elle travaillait activement à maintenir les failles ouvertes, gardant toujours une longueur d'avance sur toute vérification. Le poids de la trahison s'abattit à nouveau sur Antoine. Il ne s'agissait plus seulement d'argent depuis longtemps, mais de la démolition méthodique de tout ce qu'il avait construit. Ces personnes de confiance n'avaient pas seulement exploité les faiblesses du système, elles avaient elles-mêmes créé ces failles. Elles avaient retourné contre lui la confiance qu'il leur avait accordée et construit sous ses yeux ce réseau de fraude complexe. Antoine cliqua sur le module des plannings de travail et vit comment certains services s'imbriquaient. Michel travaillait toujours avec Julie Petit ou Sophie Martin. Thomas Royer était également à proximité de l'un d'eux, assurant un contrôle continu sur les caisses.
Même la répartition des pauses était conçue pour qu'il reste toujours quelqu'un de leur cercle de confiance pour surveiller. Une alerte soudaine apparut, signalant une nouvelle remise, à l'instant même, à la caisse 3. Antoine leva les yeux et vit le total d'un client faisant de gros achats diminuer de près de 30 € après quelques pressions rapides sur les touches. Le client sourit d'un air complice au caissier avant de partir avec ses marchandises fortement réduites. Son doigt s'arrêta sur le bouton « Envoyer une alerte système ». D'un seul clic, il aurait pu avertir tous les responsables, mais il se retint juste à temps. S'il agissait maintenant, il disparaîtrait dans la nature et effacerait leurs traces. Il devait enregistrer toutes les données avant d'agir. Il voulait être sûr de ne pas seulement attraper quelques voleurs isolés, mais de démanteler tout le réseau corrompu. Il ouvrit l'application de notes et enregistra méthodiquement les heures, les numéros de transaction et les identifiants des employés. Chaque entrée semblait être un nouveau coup de poignard, une nouvelle fissure dans le mur de confiance bâti au fil des ans. Les preuves étaient déjà accablantes. Remises fictives, données d'inventaire manipulées, planning coordonné et failles de sécurité systématiques. Alors qu'il rassemblait tout cela, une dernière réalisation dévastatrice le frappa. Demain, c'était le jour de paye, et lors de la mise à jour mensuelle du système, une bonne partie des journaux de transactions serait automatiquement supprimée. Cette fonction avait été spécifiquement suggérée par Sophie Martin lors de l'introduction du nouveau système, affirmant que cela améliorerait les performances. Maintenant, il comprenait pourquoi. Le système intégrait nativement une page blanche mensuelle, effaçant toutes les données compromettantes. S'il n'agissait pas maintenant, un mois entier de preuves supplémentaires serait perdu, et le cycle recommencerait. Le poids de cette réalisation pesait lourdement sur ses épaules, mais il ne s'agissait pas seulement d'arrêter quelques employés malhonnêtes. Il s'agissait de démanteler toute une organisation criminelle qui avait grandi entre les murs de son entreprise familiale. Le lendemain, il devrait les confronter non seulement sur le vol, mais aussi sur le manque total de confiance qu'il avait rendu possible. Mais d'ici là, il avait encore du travail. Il devait enregistrer chaque trace, sauvegarder chaque donnée et documenter chaque mouvement. Tout en continuant à rassembler les preuves, Antoine Dubois planifiait déjà la confrontation à venir. Une conversation qui changerait radicalement le magasin et tout ce qu'il pensait savoir à son sujet. Le lendemain matin se leva, frais et clair, contrastant vivement avec la tempête qui faisait rage dans l'esprit d'Antoine. Fini le déguisement usé de la veille, aujourd'hui, il portait sa tenue de travail habituelle et franchit la porte du magasin d'un pas assuré à 8 heures précises. L'équipe du matin était déjà à pied d'œuvre, ignorant que le château de cartes qu'elle avait méticuleusement construit était sur le point de s'effondrer. Sophie Martin leva les yeux de la caisse principale, mais son sourire amical habituel sembla se figer lorsqu'elle aperçut l'épais dossier brun qu'Antoine tenait sous son bras. « Bonjour, Monsieur Dubois », salua-t-elle, sa voix restant mesurée, mais son regard suivait nerveusement les mouvements d'Antoine. « Nous ne vous attendions pas si tôt. »« Il y aura une réunion extraordinaire du personnel », annonça Antoine, sa voix emplissant tout l'espace. « Dans le bureau principal, dans 15 minutes. Michel, Julie, Thomas, Joseph, soyez là aussi. » Puis il se tourna vers Sophie. « Occupe-toi de la passation de caisse et rejoins-nous. » Il la vit échanger un regard rapide avec Michel et l'air devint sensiblement tendu parmi l'équipe du matin. Il se doutait que quelque chose n'allait pas, mais il ne savait pas encore à quel point. Dans son bureau, Antoine disposa soigneusement les preuves recueillies. Journaux de transactions avec des lignes surlignées et soulignées, capture d'écran des enregistrements des caméras de sécurité au moment des pannes aléatoires, et rapports d'inventaire avec des contradictions flagrantes. Chaque document symbolisait une nouvelle fissure dans le système de confiance que ces personnes avaient brisé. Les employés arrivèrent les uns après les autres et s'assirent autour de la table où ils avaient autrefois célébré des anniversaires et Noël et où ils avaient planifié ensemble les promotions. Elle ressemblait maintenant davantage au banc des accusés. Sophie entra la dernière, fermant doucement la porte derrière elle, dont le clic résonna sinistrement dans le silence qui s'était installé. « J'ai toujours cru, » commença Antoine d'une voix maîtrisée,
que la confiance était le fondement d'une entreprise prospère. Je pensais qu'en traitant mes employés comme une famille, j'obtiendrais en retour une loyauté que l'argent ne peut acheter. Il marqua une pause et promena un regard sérieux sur les personnes assises autour de la table. Hier, cependant, j'ai réalisé ce que signifiait réellement cette confiance. Le visage de Michel pâlit lorsqu'Antoine sortit le premier document. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi nous vendons le café de qualité supérieure avec 40% de réduction à certains clients spéciaux? Il fit glisser la liste des transactions sur la table. Ou quelqu'un peut-il me dire pourquoi le système indique que ces mêmes articles sont endommagés alors que nous les avons vendus? Le masque professionnel de Sophie vacilla un instant. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle reconnut son propre identifiant sur les lignes désignées. Julie Petit gigota, mal à l'aise, tandis que Thomas Royer fixait le sol comme s'il y cherchait une solution. « Personne ne veut répondre ?» demanda froidement Antoine. Puis il ajouta, « Depuis des mois, peut-être même plus longtemps, vous avez organisé un réseau de vols dans mon magasin. Avec des remises non autorisées, des données d'inventaire falsifiées, des plannings coordonnés pour éviter d'être découverts. » Une autre liasse de documents suivit, contenant les détails des pannes de caméras accidentelles. Particulièrement ingénieux, la neutralisation des caméras de sécurité et cette sauvegarde mensuelle des données qui effacent si bien les traces. Joseph, le nouveau, assis là, livide, murmura « Monsieur Dubois, je... » « Pas maintenant », le coupa Antoine d'un ton qui n'admettait aucune réplique. « Je n'ai pas terminé. » Il se leva, posa les deux paumes sur la table et se pencha vers les visages stupéfaits. « Vous n'avez pas seulement volé mon argent, vous avez trahi tout ce sur quoi ce magasin a été construit, les principes que je croyais que nous défendions ensemble. » Un silence glacial s'installa dans la pièce, les bruits habituels de l'épicerie ne parvenant qu'assourdis, comme si le monde extérieur s'était figé lui aussi. « Sophie » interpella-t-il la chef caissière, la voix empreinte d'une amère déception. « Tu as aidé à concevoir nos protocoles de sécurité. Tu as suggéré ces mises à jour système qui, maintenant, servent tous vos intérêts. C'est ainsi que tu as trahi la confiance que moi et les clients avions placée en toi. » Il sentit le poids paralysant de la désillusion sur ses épaules, mais sa voix ne trembla pas. Il était temps de mettre fin à la fraude et d'affronter ce que signifiait réellement la famille dans ce magasin. « Les as-tu rendus plus efficaces en secret ou était-ce pour y intégrer les bonnes failles? » éclata finalement la question d'Antoine Dubois, faisant voler en éclats le sang-froid professionnel de Sophie Martin. « Nous ne pensions pas, » commença-t-elle en bégayant, le masque soigneusement construit s'effritant en un instant. « Vous ne pensiez pas quoi? » éleva légèrement la voix Antoine. « Que vous ne vouliez pas piller méthodiquement le magasin qui vous nourrit depuis des années? Ce même magasin qui a payé l'appareil dentaire de ta fille l'année dernière? » Il regarda Sophie, puis se tourna vers Michel. « Ce magasin qui a aidé avec les frais médicaux de ta mère? » Le visage de Michel devint rouge, la honte et la défiance luttant en lui. « On voulait juste aider les gens, » marmonna-t-il. « Les temps sont durs, et ces marges importantes... » « Assez !» claqua Antoine, sa voix fouettant l'air comme un coup de fouet. « N'essayez pas de faire passer ça pour une noble mission. Ce n'est rien d'autre que de la trahison. » Il brandit l'un des documents. « Ou peut-être devrions-nous parler des marchandises endommagées qui finissaient curieusement toujours dans vos voitures après la fermeture ?» demanda-t-il sèchement. Les preuves s'accumulaient tandis qu'Antoine décrivait leur plan étape par étape. Les photos des enregistrements de sécurité corroboraient leurs actions coordonnées. Les journaux des caisses enregistreuses montraient les schémas de vol, tandis que les rapports d'inventaire prouvaient comment ils avaient ruiné les bénéfices du magasin. Chaque nouveau détail semblait ajouter un poids de plomb sur eux. Les chiffres n'étaient plus seulement des données théoriques, mais des preuves vivantes et tangibles de la confiance brisée et de la loyauté détruite. Finalement, Antoine posa un dernier document sur la table. C'était un formulaire de plainte à la police, encore vierge mais lourd de conséquences potentielles. « Alors ?» dit-il d'une voix basse mais ferme. « Qui veut commencer à s'expliquer? » L'air dans la pièce était électrique, tandis que les 5 fixaient le formulaire de plainte vierge, chacun réalisant que leur prochain mot pourrait décider non seulement de leur emploi,
mais de tout leur avenir. Le système qu'ils avaient soigneusement entretenu s'était effondré, et ils se trouvaient face à un choix qui déterminerait non seulement les minutes à venir, mais aussi des carrières et des relations. Antoine Dubois observait tout cela en silence, regardant ses employés autrefois fiables affronter les conséquences de leurs actes, et il savait lui aussi que ces instants étaient décisifs non seulement pour leur sort, mais aussi pour l'avenir du magasin qu'il avait bâti à partir de rien. Le long silence fut finalement rompu par le plus jeune. Joseph Garcia craqua soudainement. « Je ne l'ai fait que 2 fois, dit-il en sanglotant. C'est Sophie qui m'a montré comment faire. Elle a dit que tout le monde aidait ses amis comme ça. » Le remords et la honte jaillirent de lui, et cela sembla se propager comme une traînée de poudre. Julie Petit, la voix tremblante mais déterminée, poursuivit. Au début, ce n'étaient que quelques réductions pour les clients réguliers en difficulté. Puis c'est devenu de plus en plus facile, et les limites se sont estompées. Elle regarda Antoine droit dans les yeux. « Je n'ai jamais touché à l'inventaire, mais j'étais au courant. J'aurais dû parler. » Antoine observait la hiérarchie interne soigneusement construite s'effondrer. Julie et Joseph cherchaient visiblement à se décharger de leur fardeau, tandis que Thomas Royer restait obstinément silencieux, les bras croisés, les lèvres pincées. Le contraste était éloquent, montrant qui regrettait ses actes et qui défendait encore son rôle. C'est alors que Sophie, qui avait orchestré le tout depuis l'ombre, prit la parole. « Nous n'avons jamais considéré cela comme du vol. Il s'agissait de nos voisins, de nos amis. Les prix ne cessent d'augmenter et nous voulions aider. » Sa voix se brisa. « Nous nous sommes trop emballés. Nous sommes allés trop loin. » Michel, cependant, s'accrocha à sa défense pleine de défis. « Tu gagnes des millions pendant que beaucoup ne peuvent même pas ensemble. Même pas acheter correctement leur nourriture de base, » lança-t-il avec colère. « Nous n'avons fait que rééquilibrer les chances. » La réponse d'Antoine fut calme mais ferme. « Mes bénéfices retournent dans cette communauté. Pour les salaires, l'amélioration du magasin, la réserve d'urgence qui a financé l'opération de ta mère, Michel. Mais là n'est pas la question. Vous n'avez pas seulement volé de l'argent, vous avez aussi pris la confiance. Vous avez fait du magasin un terrain de jeu où vous jouiez arbitrairement les justiciers. » Il se leva et se dirigea vers son bureau, d'où il sortit plusieurs enveloppes. « J'ai pris ma décision, » annonça-t-il. « Elle n'est pas négociable. » Il se tourna d'abord vers Joseph. « Tu es jeune et tu as été induite en erreur. 2 semaines de suspension, une formation éthique obligatoire, et tu travailleras sous supervision directe pendant 6 mois. Un autre incident similaire et c'est terminé. » Le visage de Joseph s'illumina de soulagement. « Julie, » poursuivit Antoine, « tu savais mieux, mais tu as quand même participé. Au moins tu as honnêtement admis ta part. 1 mois de suspension, suivi d'une période d'essai. Et tu aideras à la réécriture des protocoles de sécurité. » Et ensuite vinrent les décisions plus difficiles. « Thomas, Michel, faites vos cartons. La sécurité vous escortera dehors. Votre indemnité de départ vous sera envoyée par la poste, mais nous en déduirons tout ce que vous avez volé de manière prouvable. » Leurs visages se durcirent, mais ils n'avaient plus rien à dire. Les preuves étaient trop claires. Finalement, il regarda Sophie, et les longues années de confiance semblèrent flotter silencieusement entre eux. « Tu as été le cerveau de toute cette affaire. Tu as utilisé ta position, ta connaissance des systèmes pour me voler méthodiquement. » Il secoua la tête. « Non seulement je te licencie, mais je porte plainte contre toi. » Le sang quitta le visage de Sophie. « Antoine, s'il te plaît. » « Cela dépasse les problèmes de travail, » l'interrompit Antoine. « Mon avocat prendra contact avec vous. » Tandis que les agents de sécurité escortaient les employés licenciés, Antoine se tourna vers ceux qui restaient. « À partir de demain, de nouvelles règles entrent en vigueur. Chaque transaction sera enregistrée et régulièrement vérifiée. Il y aura des audits aléatoires. Nous installerons un système de caméras plus moderne et nous limiterons plus strictement l'accès au système. » Il s'arrêta un instant, parcourant les visages du regard. « Mais le plus important, c'est que nous devons reconstruire quelque chose qu'aucune caméra ou logiciel ne peut contrôler. La confiance. Ce ne sera pas facile,
et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Certains d'entre vous devront la regagner, d'autres devront d'abord la mériter. Beadi aussi. Une fois le bureau vidé, Antoine resta seul avec la pile de preuves. La lumière du soleil matinal projetait de longues ombres sur son bureau, où était toujours accroché le billet de banque encadré de sa toute première vente. Un rappel d'un passé plus simple, où il semblait si facile de faire confiance aux gens et si difficile d'imaginer l'infidélité. Plus tard, en parcourant les allées du magasin, il sentit les chuchotements et vit les regards timides et incertains. La nouvelle de ce qui s'était passé s'était répandue comme une traînée de poudre. Certains avaient honte, d'autres étaient soulagés, comme s'ils s'étaient débarrassés d'un poids. L'atmosphère du magasin avait changé, elle était devenue en quelque sorte plus propre, même si l'air y était plus lourd à respirer. Au cours des semaines suivantes, il mit en œuvre les changements en continu. De nouveaux systèmes de sécurité furent installés, de nouvelles formations furent dispensées et de nouvelles règles furent introduites, désormais strictement appliquées. Mais le plus grand changement était pourtant invisible. L'atmosphère du magasin se transformait, la fausse familiarité cédant la place à quelque chose de plus sincère, de plus discipliné. Quelques clients se plaignirent de la disparition de leurs anciennes réductions, mais d'autres comprirent l'approche plus stricte d'Antoine. Il arriva que le chiffre d'affaires du magasin baisse brièvement, mais avec le temps, les bénéfices légitimement perçus se stabilisèrent à nouveau. 6 mois plus tard, Antoine était assis dans son bureau, parcourant les derniers étages financiers. Les chiffres étaient enfin revenus à la normale. Joseph travaillait de manière fiable sous supervision. Julie était devenue l'une des championnes des mesures de sécurité et les nouveaux employés, choisis plus soigneusement, commençaient à trouver leur place. Cependant, en regardant par la vitrine du magasin vers le quartier, il savait que quelque chose avait fondamentalement changé. Cette confiance enfantine qu'il avait autrefois accordée à ses propres employés s'était transformée en une approche plus prudente. Il avait appris une leçon amère. Parfois, les trahisons les plus graves viennent de ceux dont nous sommes le plus proches, et la confiance, une fois brisée, ne se ressoude jamais complètement. Le magasin, cependant, survivrait, et pourrait même prospérer à nouveau, mais enrichi d'une sagesse nouvelle et plus dure. Antoine Dubois comprit que la confiance ne pouvait être accordée aveuglément, par présupposition. Elle devait être équilibrée avec la vigilance, et la vraie loyauté n'est jamais un acquis, mais une valeur qui se construit continuellement et se protège soigneusement.